Bonsoir à tous, bienvenue dans Au cœur de l'enquête. Le document que vous allez découvrir ce soir vous emmène dans un lieu ultra sécurisé, l'aéroport d'Orly, deuxième aéroport français. Dans cet endroit où l'imprévu n'a pas sa place, la gendarmerie des transports aériens multiplie les affaires, en particulier de vols de fret, avec 600 avions chaque jour, transportant 70 000 produits duty-free d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. La tentation est grande pour les délinquants. Mais comment font-ils pour pénétrer une zone si protégée ? Jean-Marc, adjudant-chef de la gendarmerie des transports aériens, n'est pas au bout de ses surprises. Un reportage signé Stéphane Morel, Catherine André pour Spica Productions. Orly, deuxième aéroport français après Roissy. À 500 mètres des pistes, le siège des forces de l'ordre, la gendarmerie des transports aériens. Les enquêteurs gèrent un imprévu dans l'urgence, un dossier ultra prioritaire qu'il faut régler en moins d'une heure. Jean-Marc, adjudant-chef, prend les choses en main. On part sur une suspicion de fraude, il faut qu'on gratte, il n'y a pas beaucoup d'éléments donnés par la compagnie aérienne, voire quasiment rien. S'il a l'embarquement, on va le contrôler et voir avec la PAF s'ils n'ont pas quelque chose de l'autre côté. La PAF, c'est la police des airs et des frontières. La cible de Jean-Marc, c'est cet homme, dans le collimateur d'Europol, la police européenne. Europol qui a donné aux gendarmes la consigne de l'interpeller immédiatement, sans plus de précision. C'est un embarquement immédiat, donc il faut réagir rapidement. Et une fois qu'on sera sur place, on va essayer de récupérer le maximum d'informations sur l'individu. Les gendarmes n'ont qu'une demi-heure pour intervenir. Leur priorité, repérer le passager et l'interpeller dans la foulée. 17h10. 17h10, Londres. Arrivée, zone B. Bonjour, gendarmerie. Mais arrivé dans la salle d'embarquement, plus des 3/4 des passagers ont déjà embarqué. L'homme recherché n'est apparemment plus là. Jean-Marc voudrait vérifier. Oui, il a déjà embarqué, hein, ça se voit. Passe-moi le message, on va aller voir là. Ne s'est-il pas présenté ou alors est-il déjà à bord? Le responsable, s'il vous plaît, bonjour, la gendarmerie. Oui. On participe à l'opération avec Europol, votre compagnie aérienne participe. On a besoin de savoir si cette personne a embarqué. D'accord. L'agent d'escale s'exécute. La personne est embarquée, elle est à bord. Elle est à bord? C'est André, le prénom? André. Ouais. Pas de bagage enregistré, la personne est à bord. D'accord, il n'y a pas eu de demande particulière de la compagnie le concernant? Parce qu'on est sur une suspicion de fraude. Ah oui? Oui, suspicion de fraude, un passage. Est-ce qu'il y a possibilité de lui demander de ressortir, qu'on fasse une vérification? S'il vous plaît, gendarmerie, laissez passer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon? On peut le... On va vérifier s'il est en bas écho. D'accord, ok. Bon, on attend et après, avec votre accord, on ira juste lui faire un contrôle. Il n'y aura pas de trouble à l'ordre public, on monte juste en tenue civile. Hein, d'accord? Jean-Marc souhaite une interpellation en douceur. Afin que le suspect identifie immédiatement les forces de l'ordre, les enquêteurs prennent toutes leurs précautions. « 30 secondes plus tard, l'inconnu, sourire aux lèvres, se présente très tranquillement. L'homme est enfin dans les mains de la gendarmerie. Hello, can you follow us, please? C'est l'épilogue d'une opération coup de poing qui a démarré 2 jours plus tôt. Bienvenue à Orly, à l'aéroport d'Orly, à 14 km au sud de Paris. 600 avions qui décollent ou atterrissent chaque jour. 3 pistes, 2 aérogares. 28 millions de passagers par an. Orly, une vitrine de la France, patrimoine de l'Hexagone. Une plaque tournante, géante du trafic aérien. L'aéroport de Paris a fait appel aux matériaux les plus modernes. Haut lieu stratégique, hyper surveillé, synonyme de chic parisien dans les années 60. On s'y promène, on s'y balade. Les chefs d'État s'y affichent, comme le général de Gaulle.
Orly nous a ce matin confirmé dans cette certitude. Symbole de la France, Orly est naturellement ciblé par les terroristes, victime d'attentats sanglants. En 75, c'est Carlos qui attaque au lance-roquettes. En 80, c'est Action Directe qui frappe. Trafic, délinquance, fraude, Orly, un territoire où l'on ne doit rien négliger. C'est la mission de la gendarmerie des transports aériens. La GTA, une unité très spéciale, forte de 120 militaires, chargée de jouer les anges gardiens de l'aéroport, de traquer les hors-la-loi. Parmi eux, la brigade de recherche, l'un des patrons, l'adjudant-chef Jean-Marc, un gradé déterminé qui a fait ses classes en Franche-Comté et dans les Dom-Tom, un enquêteur volontaire, comme tous les autres membres de son équipe. 48 heures plus tôt, à la brigade de recherche de la gendarmerie des transports aériens d'Orly, les militaires ignorent encore qu'ils vont se livrer à une étrange course-poursuite pour traquer un improbable suspect. Pour le moment, leur mission, une enquête mondiale. Son nom de code, Global Airport Action. Bon, à compter de demain, 2 jours d'opération, le 26 et 27, avec Europol, concernant les fraudes à l'achat de billets d'avion au préjudice de l'ensemble des compagnies aériennes. 60 compagnies aériennes sont concernées. 80 aéroports sont ciblés dans 45 pays. Dans le viseur des enquêteurs, des milliers de hors-la-loi qui dépouillent les compagnies et les passagers. Donc on va partir au niveau des infractions, soit sur de l'escroquerie, s'il apparaît qu'il s'agit des passagers escrocs qui ont eux-mêmes commandé le billet. Des escrocs qui utilisent frauduleusement des cartes bancaires pour régler des billets d'avion. Un fléau en pleine expansion qui rapporterait aux criminels près d'1 milliard de dollars par an. Et cela, grâce à une technique assez simple. À l'origine, ce sont des personnes qui captent des données bancaires frauduleuses par divers moyens, soit sur l'achat sur Internet d'une série innombrable de numéros de cartes avec leur cryptogramme, leur date de validité. Dans le détail, voilà comment cela se passe. Un citoyen se fait pirater ses numéros de carte bancaire par un escroc. Ces références bancaires sont ensuite revendues à un deuxième escroc. Ce second escroc se met en rapport avec une agence de voyage sous une fausse identité. Puis, le billet est délivré. Entre-temps, la victime se rend compte du piratage et fait opposition. Mais bien souvent, c'est trop tard. Le billet a déjà été revendu sur Internet. Jean-Marc et ses hommes le savent. Lors de l'opération, ils n'interpelleront pas que des malfaiteurs chevronnés. Ils arrêteront également des receleurs d'escroquerie. Des hommes ou des femmes qui, parfois naïvement, se sont laissés berner par des escrocs, en voulant tout simplement faire des économies. Pourtant, lors de l'achat, le simple citoyen devrait bien voir que quelque chose cloche. Démonstration. Je vais aller sur un site d'annonce, bien connu. Je mets mes mots-clés, billets d'avion. Je fais une recherche. Bon, et déjà, la première annonce, billet d'avion électronique, départ Martinique et arrivée Paris. Il est mentionné qu'il s'agit d'un billet électronique. Voilà. L'annonceur mentionne qu'il lui suffira de modifier les coordonnées. Ça ne se passe pas comme ça. La personne, si elle avait déjà acheté un billet à son nom, elle ne peut pas modifier. Et en plus, elle indique, là, ça c'est vraiment flagrant, le prix du billet est négociable. Une compagnie aérienne, elle ne négocie jamais son billet. 21 h. L'opération contre les fraudes à la carte bancaire est lancée. À la gendarmerie des transports aériens d'Orly, un premier signalement d'Europol vient d'arriver. Il va mettre toute la brigade en alerte. Un passager titulaire d'un billet acheté frauduleusement serait sur le point de prendre l'avion. Donc vous avez une sollicitation sur un à 21 h 55, Orly, Barcelone. Donc suspicion de fraude.
L'avion doit décoller dans moins de 30 minutes. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Philippe et son collègue Jean-Michel décident de se rendre immédiatement à l'aéroport. Pour l'instant, l'infraction n'est pas avérée. Elle ne sera constituée qu'à partir du moment où il voudra embarquer. Donc nous, il faut qu'on intervienne avant qu'il embarque. Voilà. Les gendarmes veulent interpeller le voyageur pour vérifier comment il a acheté son billet. Direction le terminal sud où il doit embarquer. Très vite, les enquêteurs arrivent sur le tarmac. Le titulaire du billet d'avion doit se rendre à Barcelone. Pour ne pas le rater, les enquêteurs empruntent un raccourci réservé au personnel habilité. Un escalier qui permet de rejoindre directement la porte d'embarquement de la compagnie aérienne. Au bout du couloir, des passagers attendent de monter à bord. Ils n'ont pas encore embarqué. Non, on va embarquer dans 5 minutes. Alors voilà, ce passager-là. D'accord, on est donné ici. Les gendarmes ont le nom du voyageur qu'ils doivent interpeller, mais ils ne connaissent pas son visage. Il doit être quelque part parmi ces personnes. On voulait faire Restez bien décoller. On l'appelle? On va le laisser, Le laisser venir, on va le laisser venir. s'il embarque avec, en fonction. On va lui demander. On va lui demander. On le laisse venir. Passager dérangé 15 à 31, s'il vous plaît. L'attente commence. Les passagers embarquent les uns après les autres, mais toujours aucune trace de l'homme que les gendarmes sont venus chercher. Destination de Barcelone aux portes disques pour le reste des passagers. Bon voyage, merci. L'embarquement touche à sa fin. Quand soudain, cet homme se présente dans la deuxième file, la plus éloignée des gendarmes. L'employé de la compagnie donne le signal. Monsieur, vous venez nous voir? Bonjour monsieur. Venez. Bonjour. Bonjour, vous parlez le français? Un peu. L'homme, de nationalité angolaise, ne semble pas comprendre pourquoi Jean-Michel l'interpelle. Vous avez acheté un billet pour ce vol? Oui. Pour aller à Barcelone? Mon frère et mon cousin m'a acheté. Votre cousin? Oui. C'est pas vous qui l'avez acheté? C'est votre cousin. Votre cousin l'a acheté comment? À Litourne, pour aller à Barcelone. Pour aller à Barcelone. Vous avez le nom de votre cousin? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Il m'a invité pour aller là. D'accord. Donc Jean-Pierre, votre cousin. Heureusement, il y a un moyen bancaire qui a été utilisé, frauduleux, pour acheter ce billet. Désolé, je ne sais même pas. Donc, il est 21h30. Donc, à cette heure, on va vous placer en garde à vue pour les faits de recel d'escroquerie. Pas de souci. L'individu ne prendra pas son vol. Il maintient qu'il n'a pas acheté lui-même le billet. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir si c'est la vérité. Mon collègue va vous énoncer vos droits. Oui. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on ira dans nos bureaux et vous nous expliquerez comment vous avez eu ce billet, qui l'a acheté, pourquoi et comment. On est d'accord? L'homme est-il un escroc ou bien un voyageur qui se serait laissé berner? C'est le début d'une investigation délicate. Le passager va être maintenant conduit à la gendarmerie pour être entendu. Il est 22 h. C'est Jean-Michel qui est chargé de mener l'audition et le gendarme est bien décidé à obtenir des réponses. Avez-vous connaissance du caractère frauduleux du paiement? C'est vous qui m'avez parlé. Moi, je n'avais pas la connaissance. J'avais pas la connaissance de ça. C'est vous qui m'avez... D'accord. Donc, qui a acheté le billet pour le vol que vous deviez prendre? Qui a acheté le billet? Un ami, là. Mais par contre, il faut donner le nom quand même. Pardon? Vous m'avez dit c'est un ami là. Je veux connaître le nom. Jean-Pierre. Et le nom de famille? Je connais pour Jean-Pierre. C'est un ami, on connaît tout ça. Jean-Michel s'étonne, car lors de l'interpellation, l'homme a juré que c'était son cousin qui aurait acheté le billet. À présent, changement de version, l'acheteur serait un ami dont il ignore tout. Pas très clair pour l'enquêteur. Vous l'avez connu comment? Moi, je l'avais connu. Oui. Je l'ai connu une fois dans un boulot. On ne se voit pas beaucoup, mais je l'ai vu déjà. Après le boulot, je l'ai vu une fois seulement. Pourquoi avez-vous fait appel à cette personne pour payer votre billet d'avion? Moi, je voulais payer. Il a dit, non, je vais t'offrir un billet. Je ne savais pas qu'il a fait ça. Il a fait du merde. Il connaît lui. Selon le suspect, c'est une connaissance qui lui aurait offert gracieusement le billet d'avion. Seulement voilà,
Si l'homme est aujourd'hui placé en garde à vue, c'est parce que ce voyage a été acheté avec des coordonnées bancaires volées. Pour l'achat du billet, est-ce qu'il y a eu une contrepartie? Est-ce que vous deviez faire quelque chose pour Jean-Pierre? Non, non, je ne fais rien, je fais rien. Non, non. Ah, d'accord. Question. Vous avez dit combien il a payé le billet? 80 €. L'homme minimise le préjudice, car pour la compagnie aérienne, le montant du billet et donc de la perte s'élève en réalité à 140 €. Jean-Michel met fin à l'audition, car il pense que le suspect ne dit pas toute la vérité et qu'une nuit passée en cellule pourrait le faire réfléchir. Vous m'avez dit des choses là. Ne vous inquiétez pas que tout sera vérifié. Bah, donc s'il y a du mensonge, attention. Non, il n'y a pas de mensonge, j'ai dit la vérité. L'homme sait-il que son billet a été acheté illégalement? Les gendarmes comptent sur l'audition du lendemain pour le découvrir. Des enquêteurs qui ignorent alors totalement que cette opération va leur permettre d'interpeller d'autres hors-la-loi, dont un escroc présumé de grande envergure. Le lendemain, les enquêteurs tentent de démêler le vrai du faux dans les différentes versions de l'individu, interpellé la veille. Allez-y, asseyez-vous. Un Angolais arrêté alors qu'il s'apprêtait juste à prendre l'avion, muni d'un billet acheté avec des coordonnées bancaires volées. Donc il est 8h55, on va commencer l'audition. Lors du premier interrogatoire, le suspect a assuré que c'était une connaissance qui lui avait offert ce voyage. Les enquêteurs doutent de cette déclaration. Ils vont donc immédiatement le mettre face à ses contradictions. Le mec, vous le connaissez pas? Il vous file un billet de 140 €, vous trouvez ça normal, vous? Moi, j'ai vu ça normal. Moi, je ne vais pas savoir où il a atterri, où il a pris les billets. Ma question, c'est juste, est-ce que vous trouvez ça là normal? Bon. C'est oui ou c'est non? J'ai trouvé ça normal parce que... Oui ou non? Maintenant, je commence à trouver ça pas normal, mais avant, j'ai trouvé ça normal. D'accord. Le suspect persiste. Il a sans doute été manipulé, dit-il. Les enquêteurs vont lui faire comprendre que sa position n'est pas tenable. Leur stratégie, faire monter la pression. Votre déclaration n'est pas du tout crédible. D'accord? Je ne vous crois pas, c'est un mensonge. La dite personne ne fait pas de cadeau à 140 € sans rien demander en contrepartie. Soyons pas dupes. Vrai ou faux? En fait, personne n'y croit. Le suspect hésite. Il est de plus en plus mal à l'aise. Et au bout de quelques secondes, il finit par faire une révélation. Il m'a dit que le billet, il va acheter ça dans une agence où il a les connaissances, dans les prix normal, que moi je le rembourse l'argent. À combien? À quelle somme? Combien ça va coûter le billet? Il disait que je le donne 70 €, parce que j'étais juste. Pourquoi ne pas le dire directement? Chef. Parce que là, ça... Alors, pourquoi? Pourquoi? Bon. Et qu'est-ce qui nous dit que là, c'est la vérité? C'est la vérité. Qu'est-ce qui nous dit que vous mentez? Tout à l'heure aussi, vous avez dit que c'était la vérité. C'est la vérité, ça. Le suspect avoue. Il n'a pas obtenu le billet gratuitement. Alors que le prix officiel du voyage s'élevait à 140 €, l'escroc lui a demandé de verser la moitié de cette somme. Avec une telle différence de prix, logiquement, le suspect aurait pu avoir des doutes. Est-ce que vous saviez que le billet n'était pas acheté de façon légale? C'est pas légalement qu'on traite derrière. Quand on traite derrière des affaires, je sais que ce n'est pas légal. Oui. Donc je savais que mon billet a été acheté frauduleusement. Voilà. Le suspect vient de reconnaître qu'il était hors la loi. Même s'il ne connaissait pas les détails de la fraude, il aurait dû se rendre compte que l'achat du billet à moindre coût n'était pas normal. À l'issue de l'audition, Frédéric est satisfait. Avec les aveux, il reconnaît les faits. Il est prêt à rembourser le préjudice subi par la compagnie aérienne. Donc voilà, c'est bon pour nous, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est le magistrat qui décide. L'homme repart libre, mais il sera bientôt convoqué devant la justice. Il encourt 5 ans de prison. Pour les enquêteurs, cette première interpellation est significative.
Voilà un passager qui a volontairement pris des libertés avec la loi. Mais parfois, il en va tout autrement. Des citoyens lambda peuvent aussi être manipulés par des spécialistes de l'arnaque à la carte bancaire sans se douter de rien. Après le passager de mauvaise foi, voici un autre monsieur qui lui semble tomber des nues lorsqu'on l'interpelle. Vos billets, vous les avez achetés comment? J'ai acheté, c'est mon collègue qui l'a acheté. Véritable arnaque ou passager piégé, l'homme est transféré à la brigade. Il ne prendra pas son vol ce soir. Dans les locaux, les enquêteurs s'assurent que le passager a bien saisi la raison de son interpellation. Donc, est-ce qu'il a compris le motif de son placement en garde à vue pour le recel? Oui, j'ai bien compris. Ce ressortissant tunisien a été arrêté alors qu'il était en possession d'un billet acheté avec des coordonnées bancaires volées. Il est accompagné d'un traducteur. Qu'avez-vous à nous déclarer à ce sujet? Donc, L'occasion s'est présentée. D'accord. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Shahir. Qui s'appelait Shahir. C'est qui cette personne? Cette personne que je connais au café. Au café ici? À Saint-Denis. À Saint-Denis. L'homme se montre immédiatement coopératif. Il semble vouloir en finir au plus vite avec cette affaire. Alors les enquêteurs vont en profiter pour l'interroger sur les circonstances de l'achat du billet. Moi, je parlais à quelqu'un d'autre. D'accord. Et lui, il entendait la conversation. Car je parlais donc de me rendre en Tunisie. En Tunisie. Et que j'avais perdu ma carte bleue. Ma carte bancaire. Il m'a proposé de me faire une réservation sur Internet et payer avec sa carte bleue. Et donc, et qu'il paye à ma place, quoi. Voilà. D'accord. C'est donc par hasard, dans un bistrot de la banlieue parisienne, que cet homme se serait retrouvé face à un escroc. Sans sa carte de crédit, l'individu lui aurait proposé d'acheter son billet à sa place contre une somme en espèces. Ludovic veut maintenant savoir si le passager n'aurait pas cherché à tirer profit de cette transaction. Et il a payé? Il a payé en espèces. Le jour même? Ouais. 235 €, 40 € de moins que le prix affiché par la compagnie. Une différence de prix minime. Le passager n'a pas vraiment fait une bonne affaire, ce qui n'est pas le cas de l'escroc qui lui a vendu le billet. L'homme est donc remis en liberté. Ludovic estime qu'il a sans doute été le dindon de la farce. Il aurait recouru à un intermédiaire, plus par facilité que par intérêt. Dans certains des cas, il y a une utilisation de la naïveté de certaines personnes. Mais bon, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui sont justement inquiétées pour ce recel d'escroquerie. Dans un instant, les enquêteurs démasquent un véritable hors-la-loi de la carte bancaire. Il a commis pas mal d'escroqueries, je pense qu'il fait partie d'un réseau important. Enquête sur de mystérieux vols à répétition dans un aéroport pourtant ultra sécurisé. Donc là, sur la biométrie, je passe mon badge, je pose mon doigt. Et là, on vérifie qu'il y a une adéquation entre la personne et la photo que l'on voit. Comment les enquêteurs ont-ils opéré et par où sont-ils passés? Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Venez là s'il vous plaît. 235 €, 40 € de moins que le prix affiché par la compagnie, une différence de prix minime. Le passager n'a pas vraiment fait une bonne affaire, ce qui n'est pas le cas de l'escroc qui lui a vendu le billet. Le passager est remis en liberté. Ludovic estime que l'homme a sans doute été le dindon de la farce. Il aurait recouru à un intermédiaire plus par facilité que par mauvaise foi. Dans certains des cas, il y a une utilisation de la naïveté de certaines personnes. Mais bon, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui sont justement inquiétées pour ce recel d'escroquerie. Mais il arrive que les personnes arrêtées lors de l'opération ne soient pas aussi naïves. Certaines peuvent être de véritables escrocs.
Souvenez-vous de l'homme soupçonné de fraude, rattrapé in extremis sur la passerelle par Jean-Marc, juste avant le décollage. Bonjour monsieur, vous parlez français? No, English. Spanish? No, English. Okay, can I see your ticket, your boarding pass, please? Where did you buy this boarding pass? Yeah, a friend bought for me. A friend for you? Yeah. Where is your friend? He stays in Italy. Italy. What's his name? Okay, how do you know him? Okay, I know him when I was in Italy before. Combien il a acheté? Pay him 50 euros that he has his agent hide down. 50 euros? Get for me. Yeah. L'homme aurait acheté son billet à un ami pour 50 €. Mais est-ce le prix exact du titre de transport? Est-ce qu'il y a possibilité de savoir dans l'urgence combien combien vaut ce billet actuellement? Voilà. C'est possible de le faire tout de suite? Oui. Parce que le monsieur l'a acheté 50 € à un ami, donc on veut savoir. En cash. Jean-Marc vérifie donc si, comme le dit le passager, le billet a bel et bien été acheté en espèces. Alors? C'est bon. Alors, il a payé aujourd'hui à 9h31 par carte de crédit. Apparemment, c'est la sienne et 129,99 €. Le gendarme est intrigué, car cela ne correspond pas du tout à ce que vient de lui dire l'homme. Il prétendait avoir payé son billet en liquide. Or, selon l'agent d'escale, le passager l'aurait réglé par carte bancaire. Explique-lui qu'on va le faire venir avec nous pour qu'il nous explique ça au bureau. You cannot take this plane because it's not really paid. It's a false ticket. But for the moment, this ticket is not available for this plane. We need explanation. Cette personne a essayé de voyager avec un billet frauduleux. Donc il a dit qu'il a acheté son billet à une personne dénommée qui est une sorte d'agence de voyage. On comprend bien que ce n'est pas une agence de voyage. On est vraiment dans le cas classique d'une personne qui voyage avec un billet acheté frauduleusement. Le passager va donc devoir tout raconter. Est-il conscient ou non d'avoir sur lui un billet d'avion acheté frauduleusement? C'est ce que les enquêteurs vont devoir déterminer. Les gendarmes ignorent alors que ce passager de nationalité nigériane va leur raconter des histoires abracadabrantesques. Aussitôt arrivé dans les locaux de la gendarmerie, l'homme est transféré dans les bureaux pour une simple audition. Les gendarmes entreprennent de se renseigner sur ce singulier voyageur. Et là, première découverte. Si le suspect se rappelle encore qu'il réside à Naples en Italie, il n'a aucune idée de l'adresse où il habite. Son adresse, c'est la rue, il sait pas, mais après c'est à Naples. Plus de souvenirs de son lieu de domicile, et ce n'est que le début des bizarreries. Lorsque les enquêteurs perquisitionnent son sac, ils tombent sur un nouveau billet d'avion. Donc là, on a un vol pour demain. D'accord. Un élément qui pose question, mais que les gendarmes préfèrent ne pas commenter devant le témoin pour le moment. Puis c'est l'inventaire. Dans le sac du passager, une seule tenue, le strict minimum. Côté argent, aucune carte bancaire, mais seulement 120 € en espèces. Enfin, le plus étrange, non pas un, mais 5 téléphones, des portables que les gendarmes voudraient bien faire parler au cas où l'homme se révélerait être un escroc. Après la fouille, Mathieu file chez Jean-Marc. On avait trouvé un truc intéressant dans son sac. En regardant là, il a un billet pour faire Rome-Paris, Orly, demain. Donc il y a pas mal de contradictions dans ce qu'il nous dit, quoi. Parce qu'il rentre chez lui à Naples. Sauf que il rentre chez lui à Naples, mais il fait Paris-Rome aujourd'hui, et demain à la même heure, il refait Rome-Paris. Pourquoi l'homme a-t-il l'intention d'effectuer un aller-retour de manière si rapprochée? L'affaire tourne au mystère. Et pour Mathieu, ce n'est pas le seul point étrange. Bon, là, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui voyage avec rien. Il a un sac vide avec un pantalon, un t-shirt. Bon, il a le droit, hein, bien entendu, il n'y a aucun souci, quoi, mais bon, c'est un peu bizarre ce qu'il nous déclare, quoi, parce qu'il n'a pas d'argent pour
pour voyager. Il rentre chez lui, mais il ne connaît pas son adresse. Là, on a des doutes quand même, parce que c'est quand même assez particulier, quoi. C'est rare de se dire, tiens, ce matin, aujourd'hui, je prends l'avion ce soir pour revenir demain matin. Bon, sans raison apparente, si la personne ne travaille pas, bon, c'est pas trop. Là, il faut vraiment qu'on sache qui on a en face de nous, quoi. Le mystère va encore plus s'épaissir, car les gendarmes viennent de découvrir dans le détail comment le passager a réglé son billet d'avion. Contrairement à ce que raconte l'homme depuis le début, ce n'est pas en espèces, mais avec une drôle de carte bancaire, une CB, très particulière. What I don't understand is here I have some documents, proving that this ticket has been bought with a credit card. But I don't know how he does it probably. On va lui poser la question, est-ce que c'est lui qui a payé ça avec ce numéro de carte? Si c'est pas lui, ça veut dire que c'est la personne qui l'y a commandé. Do you recognize this number as being your credit card number? No, this is not my credit card. Les gendarmes sont confrontés à un casse-tête. Car contrairement à ce que dit le passager, le billet d'avion n'a pas été payé en liquide, mais par une carte bancaire. Ensuite, problème, sur la carte bancaire ne figure pas l'identité entière du passager, mais uniquement son prénom. Hypothèse des enquêteurs, il s'agirait d'une carte bancaire contrefaite. C'est vrai qu'il y a des cartes maintenant sur Internet qui sont uniquement avec des données déclaratives. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de justificatif. Donc on peut très bien avoir une carte au nom de Tintin et Milou, quoi. Donc là, ça pose problème, puisque on va voir ce qu'on arrive à trouver, quoi. Les enquêteurs ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce un hors-la-loi chevronné qu'ils ont devant eux, ou tout simplement un citoyen crédule? Yeah, that's why I'm telling you everything. I don't want to lie. Yeah, sure. I know that because I know the implication of lying. I've been in Europe now for 10 years. Okay. Even if you call Italy, I don't have any problem. I don't have any case. I've never had any problem. I did my marriage. I have 2 children here, and I'm working. Okay. I never had any problem just for this. Okay. For 10 years. Sounds good. Comme il subsiste beaucoup d'interrogations sans réponse, les enquêteurs décident de placer le passager en garde à vue. You are under arrest starting from now. Yeah. L'homme est sonné, sous le choc. Au bord des larmes, il est conduit en cellule où il devra passer la nuit avant la reprise des interrogatoires. Ok, good night. De leur côté, les gendarmes restent sans explication. Avec une grande interrogation, ont-ils affaire à un gros poisson ou à un simple pigeon? Le lendemain matin, à la brigade de recherche, le singulier passager est extrait de sa cellule, puis soumis à la procédure normale, prise d'empreintes digitales pour inscrire l'homme dans les fichiers, photos de face et de profil. On prélève aussi la salive du mis en cause pour en extraire son ADN, afin de le mettre dans le fichier des empreintes génétiques. L'objectif est de vérifier s'il est connu ou non pour d'autres crimes et délits en France. Mais le résultat se révèle négatif. Pendant ce temps-là, l'enquête patine. Comme le suspect n'a aucune version crédible à livrer sur son billet frauduleux, Régis et Frédéric tentent de faire parler ces 5 portables en examinant de très près les SMS. Ça, c'est l'exploitation du téléphone portable de la personne qu'on a en garde à vue. Donc on retrouve des numéros, des suites de chiffres, pardon, et ça correspond à des numéros. C'est assez ressemblant d'un dossier de réservation en fait, d'un billet d'avion. Donc c'est pour ça qu'on vérifie. Les gendarmes vérifient donc sur un site internet à quoi correspond ce numéro de réservation. Il suffit de rentrer le code de réservation. Lorsqu'on effectue une réservation sur Internet, un numéro nous est donné et ça permet éventuellement de le changer, de vérifier. Gérer son dossier de voyage. Voilà. Mais au bout de quelques minutes... Non, le numéro, ça correspond pas, tu vois. Régis et son coéquipier se heurtent à un problème inattendu. Donc si c'est pas une réservation pour un billet d'avion, on va essayer peut-être, qu'est-ce qu'il y a ce type de réservation, peut-être SNCF, on va essayer éventuellement. Les gendarmes délaissent donc les avions pour se concentrer
sur les trains. Alors, SGC, MVH. Bingo. Ah, c'est pas une réservation pour un vol, c'est une réservation SNCF. C'est billet SNCF. Les enquêteurs sont enchantés. Ils ont mis la main non pas sur une, mais sur plusieurs réservations, peut-être douteuses. On a une vingtaine de réservations de billets de train, donc soit c'est quelqu'un qui adore voyager en train, ce qui m'étonnerait. Comme on est sur une escroquerie, où on reste à l'escroquerie, on va vérifier auprès de la SNCF, savoir si le paiement fait pour ces dossiers-là est frauduleux ou non. Bonjour madame, c'est l'adjudant GTA. En fait, on a une personne en garde à vue, donc on travaille sous le signe de l'urgence. Et a priori, il aurait également acheté il aurait effectué des réservations SNCF. Et je pense qu'elles sont frauduleuses, donc j'ai des numéros de dossier à vous communiquer. Et vous me dites si le paiement est valable ou pas. C'est possible? Parfait. Oui. Je vous remercie. Bon, je vous annonce le premier. Donc c'est Uniforme, Yankee, November, Québec. Oui, très bien. Ne quittez pas, je vais regarder. D'accord. Merci beaucoup. Si c'est frauduleux, c'est banco pour nous. Ouais. Oui, allô? Oui. Oui, donc je viens de passer le premier et effectivement, il s'avère que c'est bien de la fraude. D'accord. À tout hasard, tant qu'on est lancé, vous pouvez lancer les deux deuxièmes? Vérifier. Déjà un, c'est bon. Oui. Donc pour les deuxièmes, c'était également le deuxième et le troisième également. Parfait, un grand merci. Au revoir. Au revoir. L'enquête se métamorphose. Les gendarmes sont peut-être face à un escroc d'envergure. Fred, 30 secondes, s'il te plaît. On va s'isoler. Juste pour te dire, j'ai appelé la SNCF. Les codes réservation, c'est bien la SNCF. Et j'en ai donné 5 au hasard. Les 5 sont frauduleux. Merci. Fred affiche un petit sourire. Il possède à présent un nouvel atout dans sa manche et il espère faire craquer le gardé à vue. Mais le suspect affiche toujours la même réponse, des propos traduits par une interprète. Donc, j'ai servi d'intermédiaire. C'est ça, hein? J'ai servi d'intermédiaire entre celui qui a acheté le billet et le client. J'ai envoyé cette référence au client pour lui dire que le billet est bon. Il s'agit d'une référence de billet de train. Peine perdue. Malgré ces nouveaux éléments, l'homme ne reconnaît aucun acte hors la loi. Il ne savait rien. Même lorsqu'on lui brandit sous le nez des indices troublants. Pourquoi dans son téléphone, on découvre ceci, un billet d'avion qui n'est pas son nom? So how do you explain who arrived late? This guy. Okay. Yeah, he's my very good friend. So he told me we arrived very late. So he told me if I can help him to print before he comes, so that he can go fast. Le suspect aurait donc tout simplement rendu service à des amis sans imaginer la moindre irrégularité. Il aurait même, dit-il, acheté des billets d'avion pour le compte d'un parti politique au Nigeria. About Norman, the coordinator of our group, the coordinator of the, because I was assisting, he's an old man, he's about 65 years old. So sometimes he sends us to, help him. C'est quoi votre conviction là? Ma conviction, elle est très simple. Nous avons affaire à un mise en cause qui a commis beaucoup d'infractions. Il est en garde à vue pour un recel d'escroquerie, mais il a commis pas mal d'escroqueries. Je pense qu'il fait partie d'un réseau important qui sert d'intermédiaire ou de commanditaire. C'est lui qui prend des billets, qui les achète, qui envoie les références à d'autres personnes qui renvoient au client final. Ou alors, il n'achète pas le billet, mais il sert également d'intermédiaire entre le client final et l'individu qui aura acheté le billet au départ. L'interrogatoire est terminé. Le suspect qui, selon les tout premiers éléments, aurait fraudé pour près de 3 000 € en billets de train et d'avion, va être mis en examen et incarcéré. Un juge sera désigné
et une information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée, l'un des délits les plus lourdement sanctionnés en France. Car si la fraude est avérée, l'homme risque, selon le code pénal, 10 ans de réclusion et une amende d'1 million d'euros. Pour Jean-Marc, l'un des patrons de la brigade de recherche, cette interpellation avec les autres prouve le succès de l'opération coup de poing d'Europol. Au total, 5 interpellations, dont un escroc présumé sous les verrous. Un autre homme renvoyé devant le tribunal qui risque 5 ans de prison, ainsi que 2 personnes qui devront rembourser la compagnie aérienne du montant de leur billet. Quant au dernier passager, il a été remis en liberté car les gendarmes ont estimé qu'il s'est fait avoir. Conclusion, si chacun d'entre nous était plus vigilant, la fraude ne se chiffrerait pas en millions d'euros. Attention, l'achat de billets, il se fait auprès des compagnies aériennes, auprès des agences de tourisme, auprès des centrales d'achat. Il ne se fait nullement de la main à la main avec des particuliers qui n'ont aucune possibilité d'obtenir des billets d'avion. Un billet, il est au nom d'une personne, il est délivré à cette personne, personne ne peut le commander à votre place. Mais Jean-Marc ne traque pas que des escrocs. Car à Orly, d'autres dangers souvent méconnus menacent l'aéroport. Car Orly ne se résume pas à un endroit où 28 millions de passagers transitent par an. La zone est une petite ville, 27 000 salariés, employés par 300 entreprises pour traiter 70 000 mètres carrés de fret. Manutentionnaires, livreurs, agents d'entretien, hôtesses et personnel de bord. Orly est le lieu de tous les trafics. Des voleurs, attirés par ce que les appareils transportent en soute. Parfois, certains employés cèdent à la tentation. Les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens le savent. Sur le tarmac, chaque année sont acheminés pour près de 2 millions d'euros de produits de luxe détaxés, le duty-free qui forcément attire les convoitises. Quelques jours plus tard, c'est un dossier particulièrement épineux qui va mobiliser toute la brigade de recherche. Ce matin, Jean-Marc vient d'être informé d'un dépôt de plainte. Une compagnie aérienne aurait été victime d'un vol d'articles de luxe. Le préjudice s'élèverait à plus de 4 000 euros. Il y a eu un vol de 147 produits. Donc dans ces produits, il y a des parfums, des montres, donc des produits à forte valeur ajoutée. Les articles dérobés, ce sont ces produits détaxés, le duty-free, vendu à bord des avions du monde entier. Pour débuter son enquête, le gendarme se plonge dans le procès-verbal à la recherche du moindre élément exploitable. L'ensemble des parfums se trouvait dans un trolley sécurisé par un système de cadenas sur lequel sont apposés des plombs de sûreté. D'après cette plainte, que voici, les articles de luxe auraient été dérobés alors qu'ils étaient rangés dans un trolley, les chariots à marchandises utilisés pour les ventes à bord. C'est la société fournissant ces produits à la compagnie aérienne qui a découvert la supercherie. Entre le chargement initial et les retours à l'entreprise, de nombreux produits se seraient mystérieusement volatilisés. Bon, au niveau des hypothèses de travail, elles sont multiples, puisque la plainte évoque donc d'une part le préjudice lui-même, mais aussi la manipulation de ce trolley. Ça peut être une seule personne, comme une personne avec un complice ou plusieurs complices, peut-être une bande qui opère sur la zone aéroportuaire. Dans un instant, enquête sur une étrange énigme avec des centaines de suspects. Il peut y avoir jusqu'à 200 personnes qui peuvent rentrer dans le process de nettoyage, de récupération des trolley, de chauffeurs, donc ça fait beaucoup de monde. Avec à la clé une surveillance très particulière. Je le vois descendre de son véhicule, aller au coffre de sa voiture, et je le vois successivement sortir de gros cartons. Et une filature qui se métamorphose en une étrange partie de cache-cache en pleine nuit. Putain, il s'est arrêté quelque part.
D'après cette plainte, que voici, les articles de luxe auraient été dérobés alors qu'ils étaient rangés dans un trolley, les chariots à marchandises utilisés pour les ventes à bord. C'est la société fournissant ces produits à la compagnie aérienne qui a découvert la supercherie. Entre le chargement initial et les retours à l'entreprise, de nombreux produits se seraient mystérieusement volatilisés. Bon, au niveau des hypothèses de travail, elles sont multiples, hein, puisque la plainte évoque donc d'une part le préjudice lui-même, mais aussi la manipulation de ce trolley. Ça peut être une seule personne, comme une personne avec un complice ou plusieurs complices, peut-être une bande hein, qui opère sur la zone aéroportuaire. Le dossier est pris très au sérieux par les gendarmes, car l'aéroport est une zone ultra sensible. Dans ce périmètre sécurisé, chaque personne, chaque marchandise est contrôlée de manière particulière. Jean-Marc ne comprend pas comment un vol d'une telle ampleur a pu se produire. Mais là, 147, c'est vraiment important. Il faut quasiment un sac grosse quantité pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les prendre et les sortir du trolley. Donc on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, d'autant plus que les trolley, ils sont sécurisés par rapport à nos normes de sûreté aérienne. Pour le moment, les gendarmes disposent de peu d'indices pour remonter la trace du ou des voleurs. Alors Jean-Marc s'intéresse au fameux trolley, dans lequel les marchandises ont été dérobées. C'est le trolley type, hein, il est sur roulette, il est poussé par les hôtesses de l'air dans les allées pour servir les repas ou pour vendre les produits type les parfums qui ont été volés sur notre plainte. Pour chaque vol, un chariot de marchandises duty-free est chargé à bord de l'avion. Il peut contenir près de 120 produits pour une valeur marchande de 3 000 €. Une somme qui peut susciter bien des convoitises. Les trolleys sont donc sécurisés dès leur sortie de l'entrepôt. Une fois que la personne qui est en charge de confectionner le trolley a terminé, elle va fermer son système, elle va le verrouiller avec un cadenas sur lequel va se clipser un plomb. Un plomb, c'est cette petite languette située au-dessus du cadenas qui en empêche l'ouverture. Dans la compagnie, victime du préjudice, ils sont de deux couleurs différentes. Jaune, comme ici à gauche, ou vert, comme ici à droite. Les plombs de couleur jaune ou vert se trouvent à l'intérieur du trolley, sont mis à disposition de l'équipage, hein, donc des hôtesses de l'air, qui vont les mettre en place au retour. Des codes couleurs qui n'ont rien d'anodin. Si le vol est direct, les trolleys seront refermés par l'équipage avec un plomb jaune. En revanche, si l'avion fait escale et que l'équipage change, c'est un plomb vert qui est installé. J'ai besoin de plusieurs renseignements concernant les procédures de stockage. Jean-Marc s'est mis en relation avec la société de ravitaillement pour savoir dans quel état est revenu le trolley fracturé. Grâce à cet appel, il fait une découverte troublante. La société de ravitaillement de Rungis nous informe qu'il y a une anomalie à la réception du trolley, c'est-à-dire que le trolley, qui aurait dû être plombé à son retour en jaune, il est plombé en vert. Pour les enquêteurs, ce plomb vert retrouvé sur le trolley est incompréhensible. Et là, il n'y a pas eu de changement d'équipage. Donc ce plomb vert n'avait pas lieu d'être sur ce cadenas. Donc à nous de savoir pourquoi. Est-ce que c'est lié à la disparition des produits? Est-ce que c'est une erreur des personnels navigants, de l'équipage? Donc c'est particulier. Pour progresser dans leur enquête, les gendarmes veulent maintenant savoir à quel moment le vol a pu être commis. Pour le déterminer, ils n'ont qu'une seule solution, refaire le parcours emprunté par les chariots de marchandises. C'est Jérôme qui est chargé de trouver la solution de l'énigme. On va aller voir sur le site du prestataire, voir un petit peu à partir de ce moment-là quel est le trajet, quel est le chemin qui serait susceptible d'emprunter des camions qui ravitaillent les avions. Donc là, bon, c'est à côté, hein, mais il faut sortir de l'aéroport. La société qui se charge de remplir les trolleys en produits de luxe est située à moins de 10 km de l'aéroport. Un lieu accessible à tous, où chaque jour, plusieurs dizaines de camions font la navette. Là, on va arriver aux abords de la société en question. Donc à droite, on devrait tomber sur les camions et son quai de chargement. Voilà, tout
les camions qui sont en attente de partir ou qui sont revenus, quoi. De son poste, Jérôme peut observer le chargement des trolleys à bord de ce camion. Mais il sait déjà que le vol sur lequel il enquête n'a pas pu être commis à cet instant. Lorsque le prestataire de la compagnie aérienne a pris le contrat, il s'est engagé à respecter certaines normes de sûreté aéroportuaire. À savoir que le camion, quand il part d'ici, doit être hermétiquement fermé et scellé. Une fois qu'il arrive sur l'aéroport, les agents de sûreté vont vérifier l'intégrité du camion et que les plombs ou les scellés qui ont été posés sont encore intègres. Le chargement est terminé. Avant de partir, un scellé a été posé ici, sur la porte du camion. Désormais, il est impossible d'accéder au chariot de marchandises sans le rompre. Jérôme va suivre le poids lourd jusqu'à l'avion. Là, en fait, on arrive à un point d'accès routier, inspection filtrage. Et à ce moment-là, en fait, le chauffeur va arriver, il va descendre de son camion, il va être inspecté, filtré, il va les badger puisqu'il est titulaire d'un titre de circulation aéroportuaire. Les agents de l'aéroport vont inspecter la cabine du chauffeur. Et ils vont vérifier que le scellé apposé sur la porte arrière est toujours là. Après avoir présenté son titre d'accès, le chauffeur rejoint son camion. Tout est en règle, il peut entrer sur l'aéroport. Pour le suivre, Jérôme doit lui aussi montrer patte blanche. Donc là, sur la biométrie, je passe mon badge, je pose mon doigt. Et là, on vérifie qu'il y a une adéquation entre la personne et la photo que l'on voit et moi pour l'agent de sûreté. Douaniers, gendarmes, policiers, seules 600 personnes ont accès à toutes les zones de l'aéroport. Jérôme va maintenant rejoindre le camion, car il connaît le parcours qu'il va emprunter. Ouais, il est en train de prendre une voie de circulation afin de se rendre sur un avion et faire son vol. Après être rentré par ce point d'accès, le véhicule va traverser le terminal ouest en empruntant cette route. Puis il va rejoindre la zone sud. C'est toujours à cet endroit que les avions de la compagnie aérienne se font ravitailler. Le chauffeur va monter donc la passerelle et mettre les trolleys qui sont contenus dans son camion dans l'avion. Il va les positionner dans des emplacements qui sont bien définis dans chaque aéronef et les laisser à l'exploitation. Pour le militaire, c'est peut-être pendant ces minutes où sont manipulés les trolleys que le vol a pu être commis. La priorité des enquêteurs est maintenant de savoir qui était de service ce jour-là. Mais en effectuant ces recherches, ils vont découvrir que derrière ce vol se cache peut-être une bande organisée, des malfaiteurs capables de repasser rapidement à l'action. Quelques jours plus tard, à la brigade de recherche, Jean-Marc poursuit ses investigations sur ce vol mystérieux. 147 produits de luxe disparus dans la nature sans que l'on ne comprenne le pourquoi et le comment d'un tel larcin. Ce matin, Jean-Marc a contacté la société pour connaître son protocole de vol et il a découvert des informations qui donnent une nouvelle dimension aux investigations. Il ne s'agit plus d'un fait isolé de vol, mais d'une multitude de faits sur une période de plusieurs mois, avec un préjudice pour la compagnie aérienne de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Chaque jour, 600 avions transitent par Orly avec à leur bord plus de 70 000 produits duty-free, soit une valeur marchande de 2 millions d'euros. Une véritable petite fortune. Avec ces nouveaux vols de marchandises, le gendarme se demande si une bande de malfaiteurs n'aurait pas flairé le bon filon.
Peut-être c'est une équipe qui s'est concertée, peut-être c'est des gens de différentes sociétés. Vous savez, sur la plateforme aéroportuaire, il y a différentes sociétés, il y a énormément de gens qui travaillent. Même si ce sont différentes sociétés, une fois qu'ils sont sur la piste, tous les gens se connaissent entre eux. Donc il peut y avoir des complicités, des gens qui sont à même à travailler sur le trolley, qui vont sortir les produits, qui vont les donner à d'autres personnes qui sont là juste pour le nettoyage ou pour autre chose. Donc tout est possible. Le coup de fil avec la compagnie victime a en tout cas permis à l'enquêteur d'obtenir un renseignement précieux. Les personnels navigants, lorsqu'ils prennent en compte le trolley, ils déplombent le cadenas, ils en font l'inventaire, ils vérifient que, même visuellement que tout est à l'intérieur. Ils vont se servir du trolley pour effectuer leur vente à bord auprès des passagers. Au retour, le trolley va être de nouveau contrôlé par un inventaire et fermé avec son cadenas. Compte tenu du nombre d'articles volés, Jean-Marc est convaincu que les hôtesses et les stewards auraient eu sans doute beaucoup de mal à sortir la marchandise sans se faire remarquer. Pour l'enquêteur, le vol a sans doute eu lieu après l'atterrissage. Le plus vraisemblable, c'est que le vol a été commis une fois que les personnels navigants quittent l'avion. Entre le moment où le trolley est laissé à disposition dans l'avion et sa récupération jusqu'à ce qu'il soit transporté sur leur base de Rungis, toutes les hypothèses sont possibles. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de sociétés. Alors, pour tenter de dénicher des indices, Mathieu plonge son nez dans les inventaires de la compagnie aérienne. L'enquêteur découvre un élément hallucinant. Le ou les voleurs sont passés à l'action à 26 reprises. 26 dates où des produits de luxe ont été dérobés. D'incroyables pillages à répétition. À la date du 24 mai, on a un certain nombre de produits qui étaient au départ. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'on a des trolley qui sont systématiquement pillés. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait 33 produits présents dans l'avion au moment de la clôture faite par l'équipage. Et le lendemain matin, on est à 0. C'est-à-dire que sur l'ensemble du mois de mai, on a 602 produits qui ont été volés. Le mois de juin, on a 4 600 € de préjudice pour 526 produits volés. Le mois de juillet également, le mois d'août. En l'espace de 4 mois, 1500 articles auraient disparu, pour une valeur marchande avoisinant les 68 000 €. Un montant faramineux. En décryptant les inventaires, Mathieu note un détail significatif. Ça se passe la nuit, essentiellement la nuit. Et uniquement sur les week-ends. C'est-à-dire qu'on part uniquement sur des vols se produisant le samedi et le dimanche. Le premier réflexe de l'enquêteur va être de s'assurer que les cadenas étaient bien présents sur les chariots lors de leur retour à l'entrepôt. Il va donc prendre contact avec la société qui ravitaille les avions. Et quelques heures plus tard, la réponse reçue par le gendarme va dépasser toutes ses espérances. La société nous transmet des photos intéressantes, donc là sur lesquelles on a des trolley, mais surtout, lorsqu'ils réceptionnent les trolley arrivent plombés avec des plombs verts. C'est une récurrence qu'on retrouve sur chaque vol. Souvenez-vous, lors du premier vol, un plomb vert non réglementaire avait été également retrouvé sur le chariot dévalisé. Une signature qui laisse penser à l'enquêteur qu'il pourrait s'agir du ou des mêmes malfaiteurs. Mathieu s'empresse de prévenir Jean-Marc. Avec tout ça, j'ai réussi à sortir le samedi et le dimanche uniquement. Uniquement les samedis et dimanches ? Uniquement samedi et dimanche. Et ça se fait, je pense sincèrement, avec tout ce que j'ai récupéré, entre l'arrivée de l'avion et l'inventaire qui est fait le lendemain matin dans la société de catering. Donc samedi, dimanche, il faudra qu'on voie exactement au niveau des personnels qui sont de vacations sur les week-ends. Voilà, c'est intéressant. Peut-être qu'on a affaire à une personne ou à une équipe de personnes qui travaillent ou qui ont l'habitude de travailler ensemble les week-ends. Donc là, on va vraiment maintenant focaliser sur les plannings de toutes les entreprises qui gravitent autour des aéronefs de notre compagnie aérienne qui est pillée. Pour les enquêteurs, il est urgent d'intervenir. Jean-Marc convoque toute son équipe pour établir un nouveau plan d'attaque. On va commencer la réunion. Mais pas facile de retrouver les voleurs, car le nombre de suspects potentiels dépasse largement la centaine de personnes.
Il peut y avoir jusqu'à 200 personnes qui peuvent rentrer dans le process de nettoyage, de récupération des trolleys, de chauffeurs. Donc ça fait beaucoup de monde. On sait qu'il y a un préjudice, on sait comment ça peut être procédé, mais maintenant il nous faut des personnes susceptibles de commettre ceci et surtout savoir comment ça se passe. Voilà. Manutentionnaires, personnel d'entretien, chauffeurs. Les enquêteurs auraient 200 coupables éventuels dans leur viseur. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. Jean-Marc demande à ces hommes d'être donc à l'affût de la moindre information. Essayez de voir aussi avec vos contacts dans les sociétés, tout ça, s'il n'y a pas des renseignements qui peuvent filtrer. Il y a toujours des gens qui nous apportent des éléments intéressants. S'il y a des gens qui essayent de revendre sur la plateforme des parfums ou qui écoutent des parfums ou des montres, etc. Les gendarmes ont la mine des mauvais jours. Cette mission est désormais prioritaire. Il faut à tout prix mettre un terme aux agissements dus ou des malfaiteurs, car c'est la sécurité de l'aéroport qui est en jeu. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui sont capables de piller des trolleys, de les sortir de la zone aéroportuaire. Si ces gens-là sont capables de faire ça, ils sont capables de rentrer des objets qui peuvent être néfastes ou contraires au protocole de sûreté, donc dangereuses pour des vols. Hein. Donc voilà, des gens comme ça, ils n'ont rien à faire chez nous. Pour mettre la main sur le ou les voleurs, les gendarmes vont devoir passer au crible les plannings des sociétés. Un travail titanesque, mais qui va finir par porter ses fruits. C'est Jérôme qui est chargé de faire le tri parmi les 200 suspects, vérifier s'ils étaient présents ou non lorsque les 26 vols ont été commis. Colonne par colonne, on va essayer de faire des éliminations, c'est-à-dire qu'on va prendre la colonne où des agents de sécurité, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'agent qui revient systématiquement sur chaque jour des faits. Hein. Pour les personnels qui ont préparé les trolleys ou déchargé les trolleys le lendemain, c'est pareil, mais ce ne sont jamais les mêmes à chaque fois. Pour le ménage, ils sont très nombreux, mais c'est pareil, il n'y a pas de présence systématique d'un des personnels. Par contre, on voit très bien qu'il y a 2 chauffeurs qui sont présents à chaque fois les jours des vols. Sur les 26 dates où les vols ont eu lieu, seuls 2 chauffeurs étaient de service. Une coïncidence troublante. Jérôme sent qu'il est sur la bonne piste, alors il va s'empresser d'aller vérifier leurs identités. Là, je suis en train de passer nos 2 chauffeurs au JITA, qui est un fichier pour les personnes qui sont titulaires d'un badge aéroportuaire. En quelques clics, l'enquêteur découvre la photo du premier suspect. Un homme âgé d'une 60aine d'années, chargé d'acheminer les trolleys jusqu'à l'avion, un individu qui lui semble familier. Celui-là, ça me parle, son visage déjà. Quant au deuxième homme, âgé d'une 50aine d'années, il n'est pas non plus inconnu de l'enquêteur. C'est vraiment des personnes qui me semblent avoir déjà été entendues précédemment. Le gendarme se souvient que ces 2 chauffeurs ont déjà été convoqués pour des affaires de vol. Il va donc se rendre dans la salle des archives de la gendarmerie pour vérifier l'objet de la plainte. Là, je suis en train de rechercher la procédure de l'année dernière que j'avais traitée. Au fil des pages, Jérôme va faire une découverte des plus singulières. Donc c'est bien ça, hein. On avait entendu l'année dernière, au mois de mars, ces 2 chauffeurs-là, pour la disparition d'une valeur commerciale de 1 300 € de produits, de parfums, pareil. Mais ça n'avait abouti à rien. Des parfums, exactement le même type de marchandise qui a été dérobé en grande quantité ces derniers mois. Plus l'enquête avance, plus les indices s'accumulent à l'encontre des 2 chauffeurs. Informé, Jean-Marc part enquêter lui-même sur le terrain. Philippe, je vais à Orly Sud, je vais voir ma source là-bas. J'ai quelques infos à recueillir. Ça marche? Ok. L'adjudant-chef a activé son réseau. Il se rend à l'aéroport pour essayer d'obtenir discrètement des informations sur les 2 suspects de la part de son indique.
C'est une personne qui a travaillé dans diverses entreprises de la zone aéroportuaire et qui connaît énormément de personnes. Donc je vais voir ça. On se contacte par SMS et après je préfère qu'elle me donne les choses directement lors de rendez-vous plutôt que par téléphone. Jean-Marc veut garantir l'anonymat de sa source. Nous ne pourrons donc pas assister à cette rencontre. Pendant plus d'1 heure, l'adjudant-chef va s'entretenir avec son informateur. Et à son retour, le gendarme est très satisfait. Il me dit tout simplement qu'un dénommé a l'habitude de taper, c'est son jargon, taper dans les trolleys, c'est-à-dire qui se sert et qui vole dans les trolleys. Un prénom identique à celui de l'un des chauffeurs suspectés par les enquêteurs, et ce n'est pas la seule révélation de l'indique. Et chose encore plus intéressante, c'est qu'apparemment, il dispose de plombs pour refermer les cadenas des trolleys. Donc après, voilà, il n'en sait pas plus sur ces plombs, mais apparemment, il dispose de plombs. Donc ça, c'est 2 éléments intéressants. Pour l'enquêteur, ce chauffeur pourrait avoir participé au vol des 1500 produits de luxe. Les gendarmes vont donc concentrer leurs recherches autour de cet homme. Pour autant, ils n'écartent pas la piste du 2e livreur. Car au vu des quantités dérobées, il se pourrait bien que ces vols à répétition ne soient pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'une bande avec plusieurs complices. 2 jours plus tard, à la gendarmerie des transports aériens d'Orly, Jean-Marc et Philippe sont sur le départ pour une mission repérage. C'est bon, c'est toi qui as pris l'appareil photo? Les enquêteurs se rendent au domicile supposé de leur principal suspect, un homme soupçonné d'avoir volé pour près de 68 000 € de produits de luxe. Les gendarmes ont obtenu son adresse grâce au fichier qui recense toutes les personnes travaillant à l'aéroport. On va reconnaître les lieux, voir au niveau de la résidence comment elle est constituée. Des informations indispensables pour les enquêteurs, si des interpellations ont lieu par la suite. Pour effectuer cette opération délicate, Philippe et Jean-Marc ont pris toutes les précautions nécessaires. On sait que c'est un horaire où le suspect, normalement par rapport au planning, doit être sur son lieu de travail. Donc déjà, on risque rien de ce côté-là. Le domicile du suspect est situé dans une commune proche de l'aéroport. 20 minutes plus tard, les gendarmes sont sur place. Donc voilà, là, c'est le bâtiment sur la droite, c'est le bâtiment qui nous intéresse, où réside notre objectif. Pendant que Philippe va effectuer un repérage général de la cité, Jean-Marc, lui, part à pied, s'assurer que le suspect habite bien là. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous le suivons en caméra cachée. On va déjà vérifier qu'il est bien au domicile, hein, voir l'accès. Ok, c'est super, c'est bon, c'est là. Ouais, c'est la bonne adresse. Jean-Marc ne s'attarde pas et rejoint rapidement son véhicule. De son côté, Philippe, son collègue, aurait trouvé un poste d'observation idéal. C'est un petit endroit tranquille où on voit tout ce qui se passe devant la résidence. Désormais, les enquêteurs n'ont plus qu'une seule idée en tête, surveiller les allées et venues du voleur présumé d'articles de luxe. On va surtout axer sur les nuits après le week-end, hein, puisqu'on sait que c'est là où les vols se perpétuent. Donc on l'attendra en milieu de matinée, qu'il arrive à son domicile, et puis on se postera discrètement pour voir s'il ramène pas des colis, des marchandises. Dès le week-end suivant, Philippe décide de se poster aux abords du domicile du suspect, une planque trop sensible que nous ne pourrons pas filmer, mais qui permet à l'enquêteur de prendre des photos saisissantes. À cet instant, impossible de savoir le contenu des cartons, mais l'étau semble bien se resserrer autour du voleur présumé. Après sa nuit de travail,
on peut se poser des questions sur la nature des cartons qu'il ramène à son domicile. Ce jour-là, en rentrant à la brigade, l'enquêteur apprendra que des articles de luxe ont encore été dérobés à l'aéroport. Pour les gendarmes, le trafic présumé du suspect n'a que trop duré. Dès le week-end prochain, ils mettront en place des surveillances pour suivre ses moindres mouvements. Le samedi suivant, à la brigade de recherche de la gendarmerie des transports aériens, Jean-Marc convoque ses hommes pour la mission tant attendue. Ce soir, les enquêteurs ont décidé d'observer dans le détail le moindre mouvement du travail de nuit du chauffeur qui est soupçonné de vol. Ce soir, on adapte une surveillance, une observation plutôt mobile. Nos deux suspects seront tous les deux chauffeurs de camions. Ils vont avitailler la même zone au niveau de la compagnie aérienne. Ce soir, les gendarmes pisteront non pas une, mais deux cibles. Le principal suspect, mais aussi son collègue. Car cet autre chauffeur était également de service à chaque fois que les vols ont été commis. On les prend en filoche depuis le départ sur Rungis jusqu'à la fin de vacation, départ avec leur véhicule, et on les suit jusqu'à leur domicile pour pouvoir déterminer tous leurs arrêts, savoir ce qu'ils font et comment ils manipulent au niveau de leur outil de travail, c'est-à-dire les camions. Alors, point important, si ce soir on les voit sortir quelque chose de suspicieux, on essaye de récupérer le maximum d'éléments, et si on peut faire un flag, on essaye de faire un flag. 4 véhicules, 8 hommes sont mobilisés pour cette opération. Un dispositif conséquent car les gendarmes pensent que leur principal suspect pourrait se livrer ce soir à de nouveaux vols. Dès que les camions sortent, vous nous donnez le top. Il y aura l'équipage de Ludovic qui prendra en charge le premier camion. Le camion Alpha, qu'on l'a appelé. Deuxième équipage, Jérôme, deuxième camion. Vous les prenez en compte dès qu'ils arrivent au Paris 11. Vous les prenez en charge et vous les quittez plus jamais. Donc ils vont travailler sur l'aéroport, au niveau du terminal sud. Ils vont avitailler les avions. Ensuite, ils vont ressortir. Dès qu'ils sortent, on donne le top. Et on les prend en filature. Les gendarmes espèrent enfin percer le mystère autour de ces pillages à répétition. On ne sait pas si ça se passe dans l'aéronef, si ça se passe dans le camion, si ça se passe après, à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc voilà pourquoi on met un gros dispositif, parce qu'il ne faut pas du tout qu'on les lâche et qu'on sache exactement comment ça se passe. Quelques heures plus tard, la nuit tombe sur Orly. Les derniers avions arrivent à destination. Les gendarmes partent en intervention. Leur mission, observer 2 hommes dans la nuit noire. Bon, on y va, Régis, nous on va faire le petit tour. Oui. Hein 1h du matin, Ludovic et son collègue se dirigent vers les pistes. C'est eux qui auront la délicate mission d'agir dans l'obscurité la plus totale. On arrive à côté d'un point d'accès pour rentrer dans l'aéroport, mais bon, celui-là, il est fermé durant la nuit. Donc on va passer par un accès réservé donc au secours. En empruntant cette entrée isolée, les enquêteurs vont pouvoir pénétrer sur le tarmac de nuit en restant le plus discret possible. Bon, étant donné qu'il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dans ce créneau horaire, forcément, il pourrait y avoir des soupçons sur le fait de voir plusieurs fois le même véhicule les suivre. Quelques minutes plus tard, c'est un SMS qui déclenche le début de l'opération. La première équipe nous prévient que justement les 2 chauffeurs viennent de partir, donc ils nous ont communiqué les plaques d'immatriculation. Et ils nous disent donc qu'ils sont en train de les suivre. Les gendarmes n'ont pas franchement de visibilité. Alors ils se postent à quelques mètres de la zone de contrôle, là où ils espèrent pouvoir voir sans être vus. Donc là, les camions vont arriver, vont se mettre dans les différents sas. Après quelques minutes d'attente seulement, le camion du principal suspect fait son apparition. Pendant que le chauffeur passe tous les contrôles de sécurité, les 2 équipes de gendarmes en profitent pour faire un dernier point. Tu te mets où, à côté du terminal? Donc moi, je me mettrai entre la Whisky 1 et la Whisky 2.
derrière les pare-souffles. Comme convenu, Ludovic et son collègue vont prendre en filature le camion de la cible principale, pendant que l'autre voiture de gendarme s'occupera du second chauffeur. Ouais, il est parti là. Les enquêteurs ont obtenu le planning du livreur. Ils savent donc par quel avion il commence sa tournée. Les camions, ils vont se positionner au niveau de la porte arrière de l'aéronef pour justement charger et décharger l'avion. Les gendarmes vont s'arrêter à 300 mètres derrière la queue de l'appareil. Le suspect est lui aussi arrivé sur place et débute juste son service. Au total, il va ravitailler 5 avions en produits de luxe. Donc là, on voit bien le Catherine qui s'est levé. Donc il a mis la caisse arrière à niveau de la porte arrière droite de l'avion. Le livreur échange les chariots utilisés pendant le vol contre de nouveaux remplis de parfums et de montres. Peu de temps après, le deuxième chauffeur se gare à son tour de l'autre côté de l'appareil. Il vient prêter main forte à son collègue pour effectuer la livraison. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous prouve que les deux chauffeurs sont impliqués. Les seules choses qui vont nous permettre de les relier, c'est à la limite si on peut les retrouver à un endroit particulier, tous les deux, alors que bon, ils ont rien à faire à cet endroit. Les livraisons s'enchaînent. Les enquêteurs continuent de suivre les deux chauffeurs. Un va-et-vient incessant qui dure depuis maintenant 2 heures. Pour ne pas se faire repérer, les gendarmes doivent se montrer invisibles. Une filature nocturne compliquée, d'autant plus qu'à un moment très précis, l'invraisemblable se produit. Merde. Putain, il s'est arrêté quelque part. Normalement, j'ai que j'avais en visu, mais je l'ai laissé partir sur le Paris 11. Ludovic est inquiet. Sans savoir comment, il vient de perdre la trace du principal suspect. Merde, attends, il s'est... Où est passé le livreur? Au bout d'1 kilomètre, les gendarmes décident de rebrousser chemin. Ah, il s'est arrêté. Ah putain, il s'est arrêté. Il est au niveau des aires golf. Coup de chance, les enquêteurs viennent de loger le suspect dans une zone où il ne devrait pas être. Il est au niveau d'un avion de la rame. Il s'est arrêté tout feu éteint. Le comportement du chauffeur paraît étrange. Alors les gendarmes vont se rapprocher de leur cible pour tenter de savoir ce que le livreur est en train de faire. Je l'ai en visu à pratiquement 200 mètres, donc là il peut pas me voir avec tous les travaux. Grâce à ses jumelles, le collègue de Ludovic a une vue imprenable sur le camion. La porte côté passager était ouverte. Ah ouais? Ouais, ça y est, ça y est, il monte à l'intérieur. Ah, alors apparemment il était sorti de son camion. Ouais. Et alors, il a ouvert la porte passager. Il y a de grandes chances qu'il a été dans sa caisse. Ouais. Ça y est, il se remet à bouger là. La caisse, c'est l'arrière du camion, là où sont entreposés les chariots de marchandises. Qu'a fait le chauffeur dans sa remorque à l'abri des regards? Trop tôt pour le dire. Là, il prend le petit rond-point. Le livreur a terminé son service. Il se dirige vers la sortie de l'aéroport pour regagner son entreprise. Il vient de sortir, je peux sortir alors. C'est désormais au tour de l'équipe de gendarmes positionnée à l'extérieur de surveiller le suspect. Il s'arrête? Ça descend. Ok, moi je coupe mes phares et je me gare.
Le livreur vient de stationner son camion à proximité des collègues de Ludovic. Je viens de déposer 2 cartons dans les devis, il fait marche arrière et il repart. Ok, tu me fais pour 2 cartons. Ah, c'est bon ça. Au bout du fil, Mathieu, qui vient d'assister à la scène, ne cache pas sa joie. En moins d'1 minute, le chauffeur a déposé 2 colis avant de repartir avec son camion. On va aller vérifier ce que c'est, quoi. On va voir si c'est bien ce qui nous intéresse, ce pourquoi on est là ce soir. On va essayer d'y aller discrètement parce qu'on attend qu'ils viennent les récupérer pour pouvoir l'interpeller. Mathieu s'empresse d'aller vérifier le contenu de ces mystérieux paquets. Voilà, ce qui nous intéresse, là c'est là. L'enquêteur va enfin être fixé. En un seul coup d'œil, bonne pioche. Le carton est rempli à ras-bord. Allez, faut qu'on sorte. Pour que la mission soit une réussite totale, encore faut-il que le suspect revienne chercher la marchandise. Là, je pense que niveau preuve, on est pas mal. On est pas mal. Mais une fois de plus, on va attendre d'arriver au bout. L'attente commence. Mais elle ne va pas durer bien longtemps. Car les gendarmes qui ont suivi le chauffeur jusqu'à l'entrepôt de sa société viennent d'annoncer à leurs collègues que le suspect allait bientôt revenir. Quelques minutes plus tard, le gendarme aperçoit la voiture du suspect. L'homme vient de se garer devant la guérite. Le top action est donné. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous venez là s'il vous plaît? Le suspect a déjà chargé les 2 cartons dans son coffre. À 6 h du matin, il ne s'attendait pas à voir surgir les enquêteurs. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là, monsieur? Non, là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire justement là? J'ai pris des cartons. Ouais, il y a quoi dans ces cartons? Vous pouvez vérifier? Non, dites-nous ce qu'il y a dedans. Dites-nous. C'est quoi tout ça? C'est quoi, monsieur? Vous les avez où? Expliquez-nous. Pris en flagrant délit, l'homme sait qu'il ne peut pas nier l'évidence. Je suis dans la merde, c'est tout. Non, ça vient d'où? Dites-nous d'où ça vient. Vous les avez pris où ces parfums? Je les ai pris Sur le? sur les vols. Sur les vols? Quel vol? Quelle compagnie? C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. Bon. D'accord. Vous allez nous suivre, monsieur? D'accord? 6h00, vous êtes passé en garde à vue, monsieur. C'est un succès pour les gendarmes. Grâce à cette surveillance, ils ont surpris le suspect la main dans le sac en flagrant délit. Les cartons sont immédiatement saisis. Les enquêteurs vont conduire le suspect à son domicile pour procéder à une perquisition. Leur espoir, retrouver d'autres marchandises dérobées, car ils soupçonnent l'homme d'avoir commis plusieurs vols. C'est vide là? Ouais. Ok. On va allumer la lumière. Mettez-vous sur le canapé. On va fouiller partout. S'il y a déjà des choses qu'on est susceptible de trouver qui proviennent, dites-le nous dès après. Non, vous ne trouverez rien. D'accord. Vous pouvez fouiller comme On est sympa avec vous, soyez sympa avec nous. De toute façon, on va fouiller. fouiller, c'est pour gagner du temps pour vous. Je suis sympa avec vous. Fouiller comme vous. Venez, on va commencer par la chambre. L'homme dit-il la vérité? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes vont passer au peigne fin chaque recoin de son domicile. Tout est fouillé, minutieusement inspecté. Alors, il y a un carnet de comptabilité, mais il y a de l'argent. On va compter ensemble l'argent, comme ça on est sûr. Hein. Il y a 300 euros. Pardon, il y a 300 euros. Mais 45 minutes plus tard, les enquêteurs se rendent à l'évidence. Il n'y a pas de traces de parfum volé au domicile du suspect. Mais désormais, l'homme va devoir s'expliquer. Car de leur côté, les enquêteurs ont fait un inventaire. Dans les 2 cartons volés par le chauffeur, il y a 91 produits de luxe. Parfums de grande marque, montres, bijoux, plus de 2500 € à la revente. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, comment, Il a fait ça, surtout comment. Qu'est-ce qu'il fait des produits une fois qu'il les a dérobés, quoi. Savoir
Quelle est la suite donnée? S'il le revend, si c'est donné à la famille, enfin, etc. quoi. Maintenant, il faut qu'on sache où partent tous ces parfums. Quoi. Et pour obtenir ces réponses, Mathieu et Ludovic vont maintenant entendre le suspect en présence de son avocat. Les enquêteurs veulent avant tout savoir comment il s'y est pris pour dérober ses produits de luxe. Une fois que vous avez fini les avions, qu'est-ce que vous avez fait? Quel chemin vous avez pris pour sortir de l'aéroport? Je suis rentré, je suis sorti par là. Vous êtes sorti directement? Non, je me suis arrêté pour prendre les trucs. Il y a deux trolleys. Donc 2 trolleys? Souvenez-vous, lors de leur surveillance à l'aéroport, les enquêteurs ont assisté à une scène étrange. À la fin de sa livraison, le chauffeur a garé son camion dans une zone peu éclairée. Combien de temps avez-vous stationné votre camion 20 minutes. aux airs Golf? Et qu'avez-vous fait durant tout ce temps? Pendant 20 minutes, j'ai récupéré les parfums, je les ai mis dans le carton. Vous avez fait quoi pour ouvrir ces trolleys? J'ai cassé les plombs. Avec quoi? Les plombs, tout comme ça, qui se cassent. Le chauffeur avoue être passé à l'arrière de son camion pour fracturer et piller les 2 chariots de marchandises. Vous avez laissé tel quel les 2 trolleys ou vous avez remplacé les plombs par quelque chose d'autre? J'ai remplacé les plombs, il y avait des plombs qui étaient dans le trolley retour là, j'ai trouvé. Vous les avez trouvés ce jour-là? Non, ce matin. Ce matin? Dans un trolley vente? Sur un trolley vente. Sur un trolley vente. De quelle couleur? C'est une couleur verte, pas trop foncée. Vous en avez trouvé combien de plans? 2? Les enquêteurs s'intéressent à cette couleur, car lors des 26 dates où des marchandises ont été dérobées, des plombs verts non réglementaires ont été systématiquement retrouvés sur des trolleys fracturés. Pour Ludovic, tout porte à croire que cet homme pourrait être impliqué dans les 26 vols. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer un peu vos motivations dans le sens où vous étiez en train de vous diriger vers la sortie, ouais. Et puis d'un coup vous décidez de vous arrêter sur le côté et puis de commettre ce genre de choses? Moi-même, quand je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est une grosse bêtise que j'ai faite et que je regrette. Oui, ça, on a bien compris que c'était une grosse bêtise, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? Je me suis dit que je vais tenter ma chance pour voir si je peux avoir quelque chose pour envoyer au pays. D'accord. Donc en fin de compte, c'est le fait d'avoir récupéré ces 2 plombs verts qui vous a motivé à... Voilà. Sinon, c'est rare quand tout est blanc, c'est rare. D'accord. Le suspect prétend avoir agi sur un coup de tête. Son geste n'aurait jamais été prémédité. Un récit qui ne convainc pas franchement les enquêteurs. Mathieu et Ludovic décident de mettre un terme à l'audition pour le laisser réfléchir en cellule. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. J'ai trouvé un plomb, donc je me suis dit, tiens, je vais fracturer un trolley, je vais vider ce qu'il y a dedans, je vais remettre les plombs. Bon, je vois une voiture dans la rue, c'est pas ce qui me donne envie de la voler immédiatement, par exemple, quoi. Comment démêler le vrai du faux? Un seul homme pourrait faire avancer l'enquête. L'autre chauffeur, car il travaillait avec le suspect la nuit dernière. Lui aussi a été surveillé un temps, puis mis totalement hors de cause. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mes responsabilités ne sont pas engagées dedans. Je n'ai rien à voir de ça. Moi, ça ne me regarde pas. Comme là, en sortant de piste, il fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Ouais, mais là où il tape énormément, c'est avec vous êtes là. Ah. Jérôme fait comprendre au deuxième chauffeur qu'il n'est pas là par hasard. Lors des 26 dates où des vols ont eu lieu, il était de service avec le principal suspect. Alors le gendarme voudrait savoir si ce livreur n'en sait pas un peu plus qu'il ne le prétend. Est-ce que vous avez déjà constaté des agissements qui vous semblaient illicites de la part de monsieur? Est-ce qu'il a eu des comportements, des attitudes qui vous ont laissé penser qu'il faisait peut-être des choses pas terribles, quoi? Je savais qu'il avait des antécédents.
On m'a toujours dit de me méfier de lui, et moi je me méfiais. Pourquoi vous vous méfiez par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on m'avait expliqué qu'avant on faisait... Ouais. Il avait pris des trucs de... Mais moi je sais pas. Moi je peux pas dire... Il cachait son jeu. L'autre chauffeur semble enfin saisir. L'affaire est plus sérieuse qu'il ne le pensait. Alors il n'hésite pas à dresser un portrait peu flatteur du principal suspect. Pour l'enquêteur, c'est peut-être l'occasion de savoir ce qui s'est vraiment passé la nuit dernière, car les deux hommes ont travaillé à bord des mêmes avions. Ce matin, dans la nuit, est-ce que sur les trolleys, il y aurait eu des plombs verts qui se seraient baladés comme ça? Non. On ne voit jamais ça. Non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Parce que les plombs, quand ils ferment le trou, ils mettent les plombs dedans. À l'intérieur, alors. Un témoignage particulièrement intéressant pour Jérôme, car il met à mal la version du principal suspect. En effet, celui qui est soupçonné de vol a expliqué qu'il a trouvé par hasard des plombs verts et que c'est cela qui lui a donné l'idée de voler. Cet après-midi, Mathieu et Ludovic auditionnent donc une nouvelle fois le chauffeur. Et d'emblée, ils vont le confronter aux déclarations de son collègue. Vous avez dit ce matin que les deux plombs verts étaient sur un trolley de produits de vente à bord. Donc comment se fait-il que lui déclare qu'il n'a découvert aucun, il est affirmatif là-dessus, qu'il n'y avait aucun plomb vert sur aucun trolley de produits de vente à bord? Pourtant, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça sur un trolley, que j'ai récupéré ça. Sûr. Sûr et certain. Vous n'avez aucun moyen d'expliquer pourquoi monsieur nous certifie qu'il n'y avait... Il certifie, mais moi, je vous dis que j'ai trouvé ça sur un trolley et retour. J'ai tiré le trolley, je l'ai trouvé sur le trolley. Je ne sais pas quel avion, mais j'ai trouvé ça sur un trolley. Ok. Le suspect n'en démord pas. C'est sa parole contre celle de son collègue. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ne peuvent l'interroger que sur le vol de parfum de la nuit dernière. Mais Ludovic tente sa chance quand même à propos des pillages à répétition. Est-ce que c'est réellement la première fois que vous fracturez un trolley au sein même de votre entreprise? C'est la première fois? Je n'ai jamais fait. L'homme n'en dira pas plus. Les enquêteurs bouclent l'audition. Aujourd'hui, le chauffeur ressort libre, mais il n'en a pas fini avec les autres affaires. Nickel. Vous vous tournez. Par la suite, lorsqu'on aura donc tous les éléments en main, nous convoquerons la personne ici pour le réentendre sur tous les faits qu'on lui reproche en préliminaire. Le livreur quitte la brigade avec son matériel informatique saisi lors de la perquisition. L'exploitation des données n'a pas permis aux gendarmes d'obtenir de nouvelles informations. Malgré tout, Jean-Marc, l'adjudant-chef, est plutôt confiant pour la suite de l'enquête. Au-delà du flagrant délit, on a une manière d'opérer, on a des témoignages, on a une exploitation de documentation qui mène et qui conduisent toujours à ce même et unique chauffeur. La prochaine étape, c'est de boucler le dossier, de le transmettre à la justice et que la justice prenne une décision pénale concernant cette personne. Une décision pénale qui s'ajoutera aux sanctions administratives. Pris la main dans le sac, le chauffeur risque en tout cas de perdre son emploi. Le fait que maintenant cette personne a été confondue lors de ce flagrant délit va permettre de lui retirer par le biais de la préfecture, ce sera une décision prise par le préfet, son habilitation donc à pouvoir travailler sur une zone réservée d'un aéroport. Selon le code pénal, le suspect risque une peine de 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Grâce à Jean-Marc et aux hommes de la gendarmerie des transports aériens, le balai incessant des avions peut à présent continuer chaque jour en toute sérénité.